téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Info Média One, bonjour. Soyez les bienvenus encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission Revue Hebdo, dont nous allons aborder aujourd'hui le numéro 5 avec notre invité du jour, M. Hamza Boukari Yabara. Bonjour. Bonjour. Monsieur Boukari Yabara, pour commencer notre émission, nous aurions besoin de votre CV Express, en quelques mots. En quelques mots, je suis né à Cotonou au Bénin en 1981, un père béninois, une mère martiniquaise. J'ai fait mes études d'histoire un peu plus tard à l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai fait un doctorat sur l'histoire de l'Afrique. Et donc depuis, je suis historien, j'écris des ouvrages, dont le dernier en date est Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Dont nous allons parler tout à l'heure. Et par ailleurs, je milite également dans un certain nombre d'associations, dont la Ligue panafricaine Umoja, pour laquelle je gère le programme politique. D'accord. Le papa est béninois, la maman martiniquaise, et je crois savoir aussi que vous avez un grand-père alsacien. Non, pas vraiment alsacien, mais j'ai un grand-père qui est français de l'Hexagone, on va dire. D'accord. Du côté de la mer, mais voilà, ça participe aussi de l'histoire de la Martinique, qui est un territoire très paradoxal, qui a produit d'autres figures dont leurs ancêtres sont alsaciens. Je pense notamment à Frantz Fanon, tout à fait. Dont la famille a des origines alsaciennes et qui plus tard a été l'un des grands combattants de la libération de l'Afrique lors de son engagement en Algérie, également au Ghana, puisqu'il a été l'ambassadeur du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, auprès de Kwame Nkrumah, et que tous deux ont défendu la mise en place de brigades africaines d'une armée continentale pour aider le Congo de Patrice Lumumba au moment de l'agression internationale. Des éléments dont on ignore souvent l'existence, et merci de revenir là-dessus. Et votre engagement panafricain, par exemple au sein de la Ligue panafricaine Umoja, l'écriture de vos différents ouvrages, comment c'est perçu au niveau de votre famille, de vos parents? Écoutez, c'est plutôt bien perçu puisque mon père a toujours été un panafricaniste. À l'âge de 16 ans, il m'a emmené au Ghana. Nous nous sommes recueillis sur le mausolée de Kwame Nkrumah. D'accord. À l'âge de 18 ans, il m'a présenté M. Hubert Maga, qui était le premier président du Bénin, qui a proclamé l'indépendance de ce territoire. Et par ailleurs, j'ai dans ma famille d'autres personnes qui sont très sensibles à cette histoire-là, de par son attrait musical, culturel, social. Donc cet engagement est plutôt bien vu. D'accord. Nous allons revenir sur votre parcours, sur vos livres et sur vous-même un peu plus tard. Premier sujet d'actualité que voilà, nous vous invitons à commenter, c'est Ebola. Ça fait plusieurs mois, cette maladie ne cesse de faire des ravages en Afrique. Il y a quelques années déjà, ça avait fait son apparition, si je puis dire. Quel regard vous portez là-dessus, sur le traitement de la chose, sur la gestion de la chose? Il y a d'abord un traitement médiatique qui est assez paradoxal, puisqu'on sait que Ebola, bien évidemment, a fait beaucoup de morts, mais il fait beaucoup moins de morts que d'autres maladies qui sont présentes sur le continent africain. Il y a également un lien, je pense, avec la situation sanitaire du continent. Nous parlons beaucoup de la démographie africaine qui est de plus en plus croissante, mais nous voyons très bien que les structures sanitaires ne suivent pas. Donc c'est un avertissement pour nos États qui ont malheureusement, tout au long des années 80, suivi des programmes d'ajustement structurel qui les ont conduits à réduire les dotations au niveau des hôpitaux, ce qui fait que dans un pays, par exemple, comme la Guinée-Conakry, il y a l'équivalent de 2 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. Donc cela montre l'ampleur du défi à relever. D'autre part, je crois qu'il y a également une dimension géopolitique, puisque la gestion de l'Ebola a permis à un certain nombre de partenaires, entre guillemets, étrangers de se positionner, donc les Américains, les Français, les Britanniques, l'OMS également, et puis d'autres ont eu une approche un peu différente, je pense notamment à Cuba, qui a envoyé des médecins, qui a travaillé sur la formation avec les médecins africains, qui a essayé de mobiliser au niveau de la Caraïbe et de l'Amérique latine, et qui a montré que cette question d'Ebola doit avoir une réponse panafricaine la plus ferme possible, parce qu'elle est également liée à une situation politique très défavorable au continent africain, qui fait qu'il n'est même pas maître finalement des mesures sanitaires qu'il peut prendre. Hélas. Et justement, dans le même ordre d'idée, quand vous voyez des soldats américains débarquer avec des armes de guerre pour traiter Ebola, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous percevez la chose? Alors Ebola, cela participe d'une guerre psychologique qui est assez ancienne, qui est menée contre notamment les populations africaines. Il y a une guerre bactériologique qui est très présente sur le continent africain parce que ce continent dispose de la faune et de la flore la plus importante. C'est un terrain de chasse pour les différents lobbies pharmaceutiques.
On sait que dans les années 70-80, il y avait le programme sud-africain pour mettre en place des virus pour décimer les populations. Voilà, on a des archives dessus, il y a eu des témoignages, c'est attesté. Je crois que nous sommes toujours un peu dans cette logique qui consiste en fait à créer de nouvelles formes de menaces pour légitimer des interventions. Et je ne suis donc pas surpris de voir les Américains traiter le cas d'Ebola de manière militaire, puisqu'il s'agit tout simplement d'un enjeu de stratégie et de sécurité nationale. Merci. Deuxième sujet d'actualité, alors c'est Boko Haram. On reste à peu près dans la région, on est toujours dans l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, donc Boko Haram, c'est l'actualité, c'est tous les jours, des enlèvements de jeunes filles, des tueries, des massacres dans les villages. Et là aussi, quel regard vous portez, quelle analyse vous faites? Il y a plusieurs échelles. D'abord, il y a une échelle locale, nigériane, purement nigériane, puisque la secte existait déjà dans le nord du Nigeria et avait pignon sur rue. Elle a prospéré sur le dos en fait, du désengagement de l'État central, qui n'a pas donné suffisamment d'attention aux populations qui vivaient là, et qui a notamment été attaqué du fait de sa corruption. Boko Haram est un mouvement qui a prospéré sur la critique des élites corrompues du nord du Nigeria. D'autre part, il y a une situation également sécuritaire qui s'est accélérée à partir du moment où l'armée nigériane a réprimé le mouvement. Et le mouvement s'est radicalisé et il a bénéficié de tout ce qui gravitait un peu autour, notamment tout ce qui arrivait ensuite du Nord Mali, de la Libye, des armements, etc. Donc d'une situation générale qui a donné une mayonnaise assez détestable. Et enfin, il y a également le jeu des puissances étrangères qui sont bien évidemment derrière, puisque le Nigeria est la première puissance économique du continent depuis peu. C'est également la première puissance démographique du continent, donc un Africain sur 6 est nigérian, et c'est enfin la première puissance militaire du continent. Par conséquent, dans la mise en place de l'AFRICOM, qui est le commandement intégré des Américains sur le continent africain, il est absolument nécessaire que le Nigeria, qui représente donc la première puissance continentale, arrive à capituler officiellement sur la question de Boko Haram. Donc c'est à cette pression que Goodluck Jonathan est actuellement soumis. Un certain nombre de personnes lui demandent de capituler, d'autoriser d'autres armées à entrer sur le territoire nigérian, à s'installer. Et c'est un peu le dilemme auquel il est confronté. Si effectivement il cède à ce type de mesures, ce sera la porte ouverte effectivement pour une intervention américaine. Or, l'expérience nous a bien montré que toute intervention américaine est 100 fois plus impitoyable pour la population, parce que nous connaissons la capacité, nous connaissons les frappes chirurgicales américaines qui visent les hôpitaux, qui visent les écoles, qui sont 100 fois plus puissantes que ce qu'on reproche à l'armée nigériane de faire vis-à-vis de sa population. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a également l'aspect français. Lorsqu'on regarde la chronologie, on constate que Boko Haram a pris de l'ampleur depuis 2010-2011, c'est-à-dire globalement la période depuis laquelle la France essaye de revenir économiquement au Nigeria. On voit bien qu'il y a également des ramifications vers le Cameroun, et on a vraiment le sentiment que la France également joue un jeu de par le biais des puissances régionales, notamment le Tchad, qui sont présentes dans cette région, l'opération Barkhane, le soutien de la France à un certain nombre de mesures militaires régionales qui ne portent pas leurs fruits, et la volonté, je pense, de Paris de peser davantage dans cette région. Donc on sent qu'il y a aussi une concurrence franco-américaine qui est tapie derrière Boko Haram et qui, d'autre part, se nourrit également d'autres influences, notamment les influences qataries, les influences saoudiennes. Lorsque le Qatar et l'Arabie saoudite achètent des milliards et des milliards d'armes à Paris ou à Washington, on sait bien que ces armes-là ne sont pas utilisées au niveau des États du Golfe. Donc on peut se demander effectivement quelles sont les ramifications, les réseaux d'armement qui permettent à Boko Haram d'avoir cette puissance de frappe. Et enfin, cette situation rappelle également la déliquescence de nos armées, puisqu'une partie de l'arsenal est également récupérée sur les casernes militaires nigérianes abandonnées. Il y a une nécessité de repenser la stratégie de défense continentale. Comment ? Eh bien, tout simplement, je pense, en mettant un terme définitif à tous les accords de défense militaire qui sont passés ici ou là avec la France, avec les États-Unis, avec l'ONU, avec l'Union européenne, et revenir à la mise en place d'une véritable armée continentale africaine en s'appuyant sur des États qui sont relativement à l'écart de tout ce tohu-bohu. Je pense à l'Angola, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à l'Éthiopie, je pense au Kenya, de véritables armées nationales qui certes ne sont pas douces comme des agneaux non plus, mais qui néanmoins ont une approche un peu différente de la gestion de la sécurité
et qui ont également des stratégies, des formes de formation assez différentes. Je pense qu'il y a également la nécessité de se tourner peut-être aussi vers d'autres acteurs sécuritaires et géostratégiques. On voit que la Russie a l'intention par exemple de fournir une aide logistique au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Il y a d'autres régimes extra-africains qui pourraient aussi avoir des formes d'expertise ou d'expérience intéressantes. Et enfin, je crois qu'il existe dans l'histoire africaine des types de défense, des formes de défense et de formation à la défense sur lesquelles nous devons nous appuyer. Nous avons eu dans le passé de grands empires qui étaient gérés par des stratèges, je pense à Shaka Zulu. L'empire Zoulou était militairement très bien formé, avec une discipline, une rigueur, qui aujourd'hui manque cruellement aux armées, que ce soit l'armée nigériane ou l'armée congolaise ou bien d'autres armées continentales. Merci. On parlait justement du Nigeria. Alors en 2013, vous avez sorti cet ouvrage qui s'intitule simplement Nigeria. Alors c'est thebook.com, c'est là qu'on peut trouver cet ouvrage. De quoi est-il question dans cet ouvrage? Sous la direction de Mathieu Guidé, je précise. Oui, alors la direction de Mathieu Guidé, en fait, il s'agit de la direction de la collection. En fait, la collection a été créée pour revenir un peu sur l'évolution des pays musulmans ou arabes, ou à moitié, ou en tout cas impactés par cette question de l'islam. Et donc j'avais demandé à rédiger donc, 3 ouvrages sur le Nigeria, sur le Mali, un 3e sur l'Algérie. Donc le premier sur le Nigeria de ce pays qui est extrêmement intéressant et qui dispose en fait d'un système politique particulièrement sophistiqué que beaucoup de théoriciens politiques européens ont beaucoup de mal à comprendre. Le Nigeria, c'est un ensemble fédéral, c'est un État fédéral qui est le fruit effectivement d'une construction coloniale britannique, mais qui néanmoins a gardé des traditions locales qu'il est nécessaire de comprendre pour arriver à saisir les dynamiques actuelles. D'autre part, je voulais souligner dans cet ouvrage que la question du Nigeria ne se limite pas à Boko Haram. Boko Haram est effectivement l'actualité du Nigeria, mais dans le reste du pays, il y a énormément de choses. La société nigériane est extrêmement intéressante, elle est très dynamique, elle est traversée par des mouvements sociaux qui font qu'à une certaine époque, et même encore aujourd'hui, on avait le sentiment, et on a peut-être ce sentiment-là, et c'est peut-être ce qui explique l'ingérence de l'étranger, que le Nigeria pouvait devenir un peu l'équivalent du Venezuela de l'Afrique, c'est-à-dire que ce pays pouvait arriver à former un type d'élite civile ou même militaire ou politique qui aurait pu remettre en question la gestion de la rente pétrolière et se tourner vers une redistribution des richesses, ce qui est demandé par l'immense majorité de la population nigériane. Donc cet ouvrage, c'est un peu pour retracer toutes ces dynamiques historiques, sociales, politiques, culturelles, souligner aussi que ce pays est extrêmement créatif, Nollywood, la musique, Fela Kuti, etc. Et qu'enfin il est une locomotive du continent africain et il doit être au cœur de l'intégration continentale. D'accord, merci. Nouveau sujet d'actualité, c'est la RDC. Depuis quasiment 20 ans, il y a une guerre dans l'est de la RDC, au sud Kivu notamment, et une des conséquences ou pas, très récemment, il y a eu des morts au niveau de Kinshasa. Donc là aussi, quel regard vous portez sur ces deux sujets, sur ce sujet donc qu'est la RDC? Alors la RDC, la guerre, c'est une guerre économique qui dure depuis 1885, la conférence de Berlin, où on s'est partagé le Congo comme un immense gâteau pour les impérialistes. Donc le Congo, c'est le terrain de naissance de la guerre économique mondiale. Une guerre économique mondiale qui dure depuis donc déjà plus de 130 ans. Les événements dont on parle depuis 20 ans correspondent en fait à une reconfiguration de la gestion des intérêts dans la région des Grands Lacs, à l'émergence de nouvelles puissances régionales autour notamment de l'Ouganda et du Rwanda qui sont parrainées par les États-Unis mais également par l'Afrique du Sud qui a des intérêts dans cette région. Tant et si bien que dans cet État immense, cet État continental qui a produit une figure majeure de l'histoire de l'Afrique, Patrice Lumumba, les populations n'ont jamais eu l'occasion d'assumer en fait leur souveraineté. Donc le grand défi du Congo aujourd'hui, c'est un enjeu de souveraineté qui se pose. C'est également, je pense, un enjeu de légitimité de la part du leadership politique, dont on voit bien qu'il est beaucoup plus englué dans des questions de partage du pouvoir, de corruption, de cooptation, que de véritable gestion et de développement des ressources de cet État-là. Donc c'est une situation de crise globale qui, selon moi, peut effectivement amener à des mouvements ou des tendances insurrectionnelles, comme celles que nous voyons depuis quelque temps poindre à Kinshasa. Cela donnera lieu, bien évidemment,
a un certain nombre de martyrs. L'histoire du Congo est une histoire faite de martyrs. Et je crois qu'il est important que tous les Africains se sentent mobilisés sur ce qui se passe dans ce territoire-là et que nous fassions pression sur les différents gouvernements, que nous fassions pression sur les différentes instances pour que cette question du Congo soit réellement au cœur des enjeux et que l'on pense enfin à mettre en place des solutions africaines pour les problèmes africains. Je crois que le Congo doit être le terrain, le prototype de cette résolution des conflits africains par les Africains. Donc cela passe par l'émergence de nouvelles plateformes qui ne peuvent être que panafricaines, elles ne peuvent être que anti-impérialistes parce que l'ennemi qui est présent actuellement au Congo, c'est l'impérialisme. Et nous savons que les populations aspirent au progrès, aspirent au développement. Aujourd'hui, les Congolais doivent retrouver la dignité, ils doivent naître dans la dignité, ils doivent vivre dans la dignité, ils doivent mourir de manière digne et décente. Et ça, c'est la base du développement. C'est la base, je pense, de notre mobilisation pour que ce pays se remette enfin debout et soit le cœur, le poumon du continent africain. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez choisi le panafricanisme comme voie d'expression de votre militantisme et un peu de vos textes, hein? On parle du Nigeria, le Mali, et là c'est tout le continent africain qui se retrouve dans cet ouvrage Africa Unite. Pourquoi avoir choisi le panafricanisme au-delà même de ce que votre père certes vous a amené très jeune à prendre conscience de ces choses, mais vous auriez pu faire autre chose. Voilà, quand on fait ses études d'histoire, il y a plein d'autres choix, peut-être plus faciles, peut-être plus simples. Parce que j'ai effectivement une histoire personnelle qui est très intéressante. En 93-94, j'étais élève à Cotonou. Et cette année-là est fantastique. Il s'est passé énormément de choses. Entre le début de l'année scolaire et la fin de l'année scolaire, j'ai des jeunes camarades qui ont débarqué, certains du Congo-Brazzaville parce que ça tirait à Brazza, d'autres du Rwanda parce qu'il se passait ce que l'on sait. Et tant et si bien que j'ai découvert qu'il y avait une Afrique au-delà de ce petit territoire qu'est le Bénin. D'autre part, en plein milieu d'année, plus précisément en janvier 1994, il y a eu la fameuse dévaluation du franc CFA. Tant et si bien que du jour au lendemain, j'ai un certain nombre de mes camarades qui ne sont plus venus à l'école parce que les parents n'avaient plus les moyens d'encaisser cette dévaluation-là. Donc ce sont des choses extrêmement concrètes, extrêmement personnelles, qui font que j'ai cette sensibilité de la défense de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique doit être défendue de manière collective. Et le panafricanisme, c'est précisément l'idéologie de la force motrice qui peut redonner au continent africain son équilibre et qui peut rendre chaque Africain digne de son histoire. Beaucoup d'Africains se sont offusqués lorsque un certain président français a dit que le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Lorsque j'entends des Africains critiquer le panafricanisme, je me dis que ces Africains-là sont exactement dans la logique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement aliénés qu'ils n'ont pas conscience que nous faisons partie de l'histoire. C'est l'homme africain qui fait l'histoire. Nous devons être la force d'équilibre de l'humanité. Nous devons être la force d'équilibre du monde et nous devons prendre conscience que nous faisons l'histoire. Nous n'avons pas à demander constamment aux autres d'intervenir pour nous. C'est à nous de prendre nos responsabilités et cela doit se faire dans le cadre du panafricanisme. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec un sujet qui vous tient sûrement à cœur. Vous êtes spécialiste de Walter Rodney. Pourquoi avoir choisi Walter Rodney? Alors, Walter Rodney, c'est un historien de la Guyana, ancienne Guyane britannique, qui dès le départ s'est considéré comme un historien africain en disant que ce n'est pas le lieu de naissance qui détermine l'origine ou la nationalité, c'est le centre d'intérêt, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous amène à nous battre. Donc Walter Rodney va étudier l'histoire de l'Afrique et il va ensuite se rendre en Afrique, plus précisément en Tanzanie. Il va participer aux luttes de libération en donnant des cours dans les camps où étaient basées les armées de libération. Donc il va il va donner une vision concrète à ce qu'on appelle l'intellectuel organique, c'est-à-dire l'intellectuel engagé dans la résolution des problèmes. Il faut bien comprendre que sur le continent africain, nous disons souvent que nous sommes malades de nos intellectuels parce qu'il y a deux types d'intellectuels. Les intellectuels problématiques, c'est-à-dire ceux qui créent des problèmes, qui participent en fait au maintien de certains régimes idéologiques, et les intellectuels organiques qui, eux, au contraire, se mettent au service de la population. Et Walter Rodney va être ce modèle d'intellectuel organique en montrant que le savoir, la connaissance, c'est comme de l'huile. On a la possibilité de jeter de l'huile sur le feu, c'est ce que font les intellectuels à problème pour attiser justement les crises, mais on a également la possibilité de mettre de l'huile dans les rouages pour que la machine
fonctionne. Et je crois que Walter Rodney est l'exemple même de cet intellectuel qui se sacrifie pour les intérêts du peuple, qui également produit un certain nombre d'ouvrages. Il a écrit How Europe Underdeveloped Africa, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique, dans lequel il revient sur les processus de paupérisation du continent africain, dans lequel il adresse une critique cinglante de l'impérialisme. Et surtout, ce livre-là, il a écrit et publié en Tanzanie, d'abord pour un public africain, et c'est un livre qui a créé un débat immense sur le continent africain. Donc je crois que cette capacité à créer le débat, cette capacité à faire bouger les lignes, à rapprocher les marxistes, les panafricanistes, les nationalistes, les Rastafari, c'est quelque chose qui fait que Walter Rodney, qui a été assassiné en 1980, est selon moi la figure la plus marquante, je pense, qui a été produite en tout cas dans la Caraïbe et sur le continent africain dans la seconde moitié du XXe siècle. D'accord. Deuxième ouvrage, on va accélérer, il ne reste plus beaucoup de temps, le Mali. De quoi il est question dans cet ouvrage? Est-ce que c'est le même modèle? Oui, c'est un peu le même modèle avec néanmoins quelques variations, puisque dans cet ouvrage-là, je tenais à rappeler que les grands empires sahélo-soudanais, le Mali, le Songhai, même le Ghana, étaient extrêmement sophistiqués. Ils étaient extrêmement bien construits, et que lorsqu'aujourd'hui nous avons la présentation de l'État malien comme un modèle, enfin comme un exemple d'État failli, alors qu'il n'y a pas si longtemps c'était considéré comme un État démocratique, cela montre aussi l'incapacité des médias occidentaux, de la science politique occidentale, à comprendre quel était le mode de fonctionnement des sociétés africaines. La question des Touaregs, elle a été complètement phagocytée par des questions d'intérêt et d'enjeu, et donc dans cet ouvrage-là, je la replace dans son contexte en montrant qu'elle ne peut résumer à elle seule la crise actuelle du Mali et l'évolution de ce vaste territoire qui à un moment s'est appelé le Soudan français, et qui à une époque a tenté également de faire une fédération, la fédération du Mali avec le Sénégal, qui avait tout à fait son sens, qui avait une pertinence, mais qui malheureusement a éclaté du fait donc des intérêts français. Intérêts français que Modibo Keïta va remettre en cause au moment de l'indépendance, en fermant les bases militaires de Kati, Gao, Tessalit et Bamako, et en sortant également du modèle du franc CFA, en tentant de mettre en place le franc malien, un peu comme Sékou Touré à l'époque avait aussi mis en place le franc guinéen, toute une architecture de construction de la souveraineté malienne qui va être balayée d'un revers de la main par la puissance française et qui va ensuite amener le Mali à revenir dans ce giron néocolonial duquel on voit qu'il est de nouveau rentré au moment du déclenchement de la guerre en janvier 2013 avec l'opération Serval qui faisait suite au coup d'État de mars 2012 contre Amadou Toumani Touré. Tout à fait. Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur un épisode très important, mais assez plutôt méconnu. On va dire c'est en page 66. Vous nous rappelez que lorsqu'il y a eu la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie avec Ian Smith, l'Angleterre, naturellement, avait soutenu cette déclaration. Et entre-temps, Julius Nyerere, président de la Tanzanie, va en visite. Je vous laisse la suite. Oui, en fait, il va en visite officielle à Bamako, puis il demande à Modibo Keïta également de rompre ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Donc en fait, cette politique de diplomatie continentale menée par les régimes africains, à l'époque, était extrêmement audacieuse. Et aujourd'hui, on voit qu'elle n'existe plus. Malgré les différentes tentatives, les initiatives, il y a toujours de la cacophonie. L'un des exemples, c'est la question de la Cour pénale internationale. À un moment, il y a des États qui collaborent, d'autres qui ne collaborent pas. Al-Béchir, au niveau du Soudan, ne reconnaît pas la CPI. Néanmoins, il y a d'autres États sur le continent africain qui la reconnaissent et qui menacent encore de l'arrêter et de le livrer s'il vient sur leur territoire. D'autre part, l'Union africaine avait produit un mémorandum en demandant globalement aux États africains de surseoir un peu leur position vis-à-vis de leur collaboration avec la CPI. On a vu la démarche de Uhuru Kenyatta qui, lui, au contraire, a décidé de s'y rendre. Bon, de façon unilatérale. De façon unilatérale. Bon, ils s'en est globalement bien sortis, mais ce genre de mesures, ce genre d'initiative pose problème quant à la capacité de l'Afrique à parler d'une seule voix. Et je crois qu'à l'époque, nous avions des véritables hommes d'État, de véritables chefs d'État qui étaient capables d'avoir un discours et d'assumer leur position. Nyerere va également rompre avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, et va développer à partir de 1967, donc 2 ans après la fameuse déclaration, le modèle de l'Ujamaa et du développement auto-centré, en expliquant que l'Afrique
doit rompre avec sa dépendance vis-à-vis de l'Occident et doit rompre avec des logiques de partenariat pour mettre en place des plans de développement continental. Parce que ce sont les logiques de partenariat, que cela soit des accords de partenariat économique, des partenariats militaires ou autres, qui font que tout est négocié dans le désintérêt des populations africaines et des États africains. Donc c'est avec cela qu'il faut rompre. Et la diplomatie doit être, je pense, l'un des premiers outils. N'oublions pas qu'un État comme la Chine a été pendant très longtemps exclu de l'ONU et qu'elle est revenue ensuite en position de force en reprenant le siège de membre permanent au Conseil de sécurité, que l'Afrique, qui mobilise 2/3 du temps de parole au Conseil de sécurité depuis 2-3 ans, n'a toujours aucun représentant. Donc il serait temps que les États africains sortent de ces institutions, qu'elles soient onusiennes, qu'elles soient FMisées, Bretton-Woodisées, et réfléchissent sur ce qu'elles veulent et qu'elles réfléchissent en dehors des influences étrangères. Donc c'est cela, je pense, qu'il faut retenir de l'expérience qui avait été menée par Nyerere, plus également les travaux liés au modèle de développement sud-sud, trouver de nouveaux partenaires, entre guillemets, qui soient davantage au service du continent africain, plutôt que de mettre l'Afrique au service des autres. Tellement le sujet passionnant, malheureusement, il faut terminer. Troisième et dernier ouvrage, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Quelques mots là-dessus? Oui, alors là, c'est une synthèse un peu de cette histoire du panafricanisme que je fais débuter à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, globalement, qui retrace un peu l'itinéraire des grandes figures, les grands mouvements, les grandes tendances en 3 parties. Une première partie qui distingue un peu le panafricanisme du pannégrisme, en montrant comment l'idéologie s'est affinée avec des figures comme William Du Bois, l'intellectuel noir américain qui va mettre en place une tradition de congrès. Donc un panafricanisme institutionnalisé dont on voit aujourd'hui la décadence à travers l'Union africaine qui n'est absolument pas panafricaniste, et un mouvement plus populaire comme celui de Marcus Garvey, l'UNIA, avec l'objectif du retour en Afrique, et au milieu le croisement que va opérer Kwame Nkrumah en synthétisant la vision de Garvey et la vision de Du Bois pour mener le Ghana à l'indépendance et faire de cet État la plateforme de la libération et de l'unification du continent à partir de 1957. Avec également des références à la période 57-63, la constitution des blocs, donc d'abord Brazzaville, parce que ce sont les États francophones d'Afrique qui ont assassiné doublement le panafricanisme. Ils l'avaient assassiné en 1919 à travers des intellectuels comme Blaise Diagne, et ils l'ont assassiné de nouveau en 1960, au moment des indépendances, en mettant en place ce groupe de Brazzaville qui a défendu des positions extrêmement conservatrices. Groupe de Brazzaville auquel va répondre d'autres pays, notamment le Maroc et le Ghana avec le groupe de Casablanca, groupe auquel va répondre le groupe de Monrovia qui va agréger quelques États anglophones pour noyer un peu tout ça dans la masse, et on arrive à la synthèse de l'OUA en 1963 qui sera la victoire finalement des forces réactionnaires, conservatrices, et la mise en veilleuse du projet panafricaniste de Kwame Nkrumah. Cette OUA qui va ensuite évoluer, qui va certes soutenir la lutte contre l'apartheid, mais qui va se transformer en Union africaine en 2002. Union africaine dont il faut rappeler encore une fois qu'elle n'est absolument pas panafricaine. L'Union africaine, c'est un regroupement de chefs d'État et de gouvernement dont aucun, je dis bien aucun, ne mène une politique panafricaniste. Donc une réunion de dirigeants qui ne sont pas panafricanistes ne peut absolument pas être panafricaine. Donc cet ouvrage-là rappelle que l'histoire du panafricanisme n'a rien à voir avec la débandade de l'Union africaine. D'accord. Malheureusement, il faut finir. Très rapidement, un coup de gueule, quelque chose qui vous a énervé cette semaine, le mois, l'année passée. Un coup de gueule, il y en aura énormément. Un seul, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement. Un coup de gueule, c'est peut-être sur le football africain. La Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que cette compétition est devenue malheureusement une foire. Elle ne ressemble plus à rien. J'ai le sentiment que le football africain est particulièrement révélateur de l'état de délabrement de nos sociétés, de nos régimes. Je pense que la Confédération africaine de football, qui est l'une des organisations panafricaines par excellence, devrait se recentrer et se rapprocher des populations et mettre en place de nouvelles stratégies de formation pour faire en sorte que notre jeunesse arrête de miroiter vers l'Occident, que nos jeunes arrêtent de prendre de bateaux pour rêver de devenir des footballeurs professionnels. Tout le monde ne peut pas devenir Samuel Eto'o. Il faut que l'on fasse du football, du sport, un véritable modèle d'intégration économique, sociale et politique. Et la CAN ne doit pas devenir
un espèce de supermarché pour les entraîneurs, les sorciers blancs, les prospecteurs, etc. D'accord. Et un coup de cœur, même scénario, cette semaine, le mois, l'année? Un coup de cœur, je n'en ai pas. Je crois que chaque jour j'ai un coup de cœur pour les Africains et les Africaines du continent et de la diaspora, ce que j'appelle la famille africaine mondiale, qui se battent pour faire émerger une nouvelle Afrique, une Afrique qui fasse taire les stéréotypes et qui soit en mesure de marcher dignement vers son avenir. Bon, les techniciens nous pressent. Alors pour finir, un mot ou une phrase ou un nom dans une langue africaine, quelle qu'elle soit. C'est vous qui choisissez. Écoutez, moi je dirais toujours Tchemberet Pamoli, ce qui en créole signifie qu'il faut tenir bon, il faut pas se ramollir parce que la lutte est dure et nous devons également être à la hauteur des tâches. Tchemberet Pamoli. Merci beaucoup, Hamza.